Voilà, bonjour, et tout d'abord désolé de ne pas pouvoir vous donner cours en auditoire. Voilà, je vous avais aussi dit que suite au grand chamboulement de l'horaire qui a eu lieu à cause de la scission du cours euh, en deux parties, voilà, il y a des plages horaires qui pour moi sont ingérables. C'est le cas donc de ce lundi 24 octobre. Donc voilà, je vous propose donc maintenant ce cours. Comme je le donnerai en auditoire, je vais essayer d'être le plus vivant possible, de le faire donc comme si j'étais donc présent devant vous. Voilà, donc il s'agit bien de la leçon 4, leçon 4 donc qui est consacrée aux transformations élémentaires. On a maintenant vu suffisamment de matière que pour aborder donc ces notions de transformation élémentaire. En réalité, on en a déjà vu. On a déjà vu la notion d'échauffement isochore, puisqu'on a déjà étudié effectivement la capacité calorifique à volume constant. On a vu que quand on échauffait un gaz parfait, sa température augmente de façon proportionnelle à la quantité de chaleur apportée. On a en réalité déjà étudié cette transformation. L'échauffement isochore, c'est l'échauffement à volume constant. La transformation isobare, c'est avec celle-ci qu'on va commencer les exercices. Donc voilà, je ne vais pas commenter ça plus pour le moment. La transformation isotherme aussi, on l'a vu dans l'exercice du plongeur, qui plonge à 10 mètres de profondeur. La température était maintenue constante et du coup, on retrouvait le lien qui dit que la pression est inversement proportionnelle au volume à température constante. C'est la loi de Boyle et Mariotte. On a déjà donc illustré ceci. Et on verra de manière beaucoup plus importante ici la transformation adiabatique. Donc voilà, ce que je te propose ici, c'est de voir ça au travers des exercices. Voilà, ici la première partie, système et état thermodynamique, c'est pas bien compliqué, j'illustrerai ça aussi au travers des exercices. Voilà. Donc, commençons par le premier ici. Euh, voilà, calculer la capacité molaire à pression constante d'un gaz parfait dont les particules ont nd degrés de liberté. Donc voilà, je te répète que les exercices, tu les as à disposition sur l'UV, donc tu peux écrire tout de suite dessus si tu les as imprimés. Je mets une ligne verticale ici pour m'éviter d'écrire derrière moi. Voilà, c'est toujours un peu la difficulté quand je donne cours en studio. Voilà. Donc, capacité calorifique molaire à pression constante. On a déjà vu la capacité calorifique molaire à volume constant. Petit rappel ici. Je chauffe un gaz parfait. Je lui apporte donc une quantité de chaleur. Je te rappelle que la chaleur, c'est bien l'énergie thermique transférée par transfert collisionnel d'énergie cinétique désordonnée. Voilà, on peut le dire comme ça. Et ce Q donc représente en fait l'accroissement d'énergie interne, l'accroissement d'énergie thermique. Donc ici j'ai un U qui va être augmenté, qui va devenir U plus delta U. Et ce delta U, ce n'est rien d'autre que la quantité de chaleur apportée. Il faut bien te rappeler de ça, c'est important. Voilà, c'est tout simplement la notion de chaleur, c'est forcément important. Alors on sait que U est donné par ND demi de N KBT. Rappelle-toi pourquoi. Parce qu'il y a un demi de KBT par degré de liberté à l'échelle microscopique. Et comme il y a ND degrés de liberté en toute généralité, ceci est un exercice théorique, je ne dis pas de quel gaz il s'agit, je dis qu'il a ND degrés de liberté. Donc voilà, si j'ai ND degrés de liberté pour une particule du gaz, j'aurai forcément ND demi de KBT comme énergie associée à cette particule. Et comme j'ai grand N particules, je multiplie le résultat par grand N pour obtenir l'énergie totale. Je te rappelle que ce ND contient bien les 3 degrés de liberté correspondant à l'énergie cinétique. Je ne vais peut-être pas mettre 3 fois EC, c'est tout simplement qui correspond à l'énergie cinétique, 2 degrés de liberté qui correspondent à l'énergie de vibration, 2 degrés de liberté qui correspondent à l'énergie de rotation. Et voilà, c'est pour ça qu'on arrive à 7 dans les gaz diatomiques. Donc ça c'est l'exemple de la molécule diatomique, bien sûr, que je donne. Si elle était monoatomique, la particule, ça serait tout simplement 3, bien sûr. Bon voilà, ça c'est un rappel suffisamment substantiel. Maintenant, je peux bien sûr dire que
l'accroissement d'énergie interne, puisqu'il n'y a que la température qui varie dans cette expression, ben, l'accroissement d'énergie interne, ben, ça va tout simplement être ND demi de NKB delta T. Hein, c'est une évidence. Ok, ben donc voilà, je vois tout de suite ici la notion de capacité calorifique molaire. Si je considère une mole de gaz, j'ai un A ici qui va me donner un R, et je constate que j'aurai tout simplement Q, hein, puisque delta U c'est Q. Je vois que le lien entre Q et delta T est très simple, ce sera ND demi fois R delta T. Ceci, c'est ce qu'on appelle la capacité calorifique molaire à volume constant, parce qu'on a bien conservé le volume. Je n'ai jamais envisagé que le volume changeait. Ce qui n'est pas le cas ici. Ici, comme tu vois, j'ai pris une chambre à piston. Une chambre à piston avec un piston qui est donc libre de se mouvoir comme ceci, avec une masse qui est là juste pour symboliser le fait que la pression va être maintenue constante. J'aurais pu éviter la masse, j'aurais pu même dire que le piston ici est sans masse négligeable. Et à ce moment-là, ce qu'on aurait dû prendre en compte, bien sûr, c'est la pression atmosphérique environnante ici. Si je néglige la masse du piston, ben, la pression du gaz, ben, c'est forcément la même que la pression atmosphérique environnante. Bref, ici je mets un poids en plus pour symboliser le fait qu'il y a une pression. Voilà, je peux mettre ici plus mg sur S, S étant la section du piston. Si je prends la surface du piston ici, la surface sur laquelle le poids repose, ben, va donner la pression qui est due au poids, à laquelle je dois bien sûr ajouter la pression atmosphérique. Hein, la pression atmosphérique, ben, c'est la force ici qui pousse. C'est la colonne d'atmosphère qui pousse sur ce poids. Le poids de la colonne d'atmosphère plus le poids ben, va bien donner la pression qui est ici. Voilà. Mais bon, tout ce qui est important ici, c'est de dire que c'est une constante que je vais appeler P. P est une constante. C'est la loi, c'est la définition de l'isobar, pardon. Donc voilà, capacité calorifique maintenant. Alors pour étudier la capacité calorifique, là, ce qu'il faut faire, ben, c'est étudier le lien qu'il y a entre Q et delta T. Quel est le delta T que je vais avoir maintenant sous l'effet d'un apport de chaleur? Alors pour ça, hein, on va revoir ce que tu as vu dans la version audiovisuelle du cours. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement écrire le premier principe. Il y a conservation de l'énergie. J'apporte de l'énergie au système. Cette énergie va devenir quelque chose. Pour le moment, l'énergie, c'est de l'agitation des molécules qui sont ici, au niveau de la flamme de la bougie. Cette énergie va être transformée en quelque chose qui est donné par le principe de conservation de l'énergie. Je peux dire que Q est égal à delta U, l'accroissement d'énergie interne. Ça, c'est évident, c'est comme dans le cas de l'isochore, mais c'est pas tout. Hein, ce qu'il va y avoir ici, bien sûr, tu t'en rappelles, hein, c'est le piston qui va monter, puisqu'il y a, sous l'effet de l'accroissement de l'énergie interne, qui est due à la chaleur Q, la température augmente. Si la température augmente, ça veut dire que l'énergie cinétique ici augmente. Ça veut dire que les chocs sur le piston sont de plus en plus forts. Et donc le piston ne peut faire que monter. Et on voit donc qu'il va y avoir une détente. Détente veut dire tout simplement que le volume de gaz augmente. Ok, j'ai une détente. Et donc j'ai forcément un travail qui sera effectué vers l'extérieur. Comment est-ce que je sais ça? Tout simplement parce que j'ai une masse qui monte ici dans le champ gravitationnel. Si cette masse monte, elle gagne en énergie potentielle, puisque pour la faire monter d'un niveau à l'autre, il faut exercer un travail. Ce travail n'est pas perdu, bien sûr. Hein. Quand je lève un objet dans le champ gravitationnel, le travail que j'applique n'est pas perdu, il est transformé en énergie potentielle. Je le sais parce que quand je lâche mon stylet, il va retomber dans ma main avec une certaine énergie cinétique que je vais sentir sous forme de choc ici. L'énergie que j'ai donnée est bien conservée. Je vais la recevoir sous forme de choc dans la main. Voilà, donc ça c'est l'idée. Hein, tu dois bien comprendre que quand tu as une variation du volume, d'office, il y a un travail qui est effectué vers l'extérieur. Et donc on est obligé de rajouter ce travail. C'est le bilan énergétique de la transformation. Dans ce cas-ci, transformation isobar, la pression est une constante. Ok,
Donc voilà, je vais mettre ici la formule du delta U, ça on commence à bien la connaître, hein, NKB delta T, plus le travail, on sait que c'est P delta V. Alors, je ne vais pas aller trop vite ici, hein, rappelle-toi, le travail c'est l'intégrale de P dV, ça c'est aussi une chose importante qui a été vue dans la version audiovisuelle. Comment est-ce qu'on sait ça? Petit rappel de nouveau, hein, il faut bien comprendre cette formule. Il ne suffit pas de la retenir par cœur, il faut bien l'assimiler. Pourquoi est-ce que c'est PDV? Rappelle-toi, parce que si j'ai le piston ici qui monte, alors que j'ai une pression ici, j'ai une force ici totale exercée sur ce piston qui est P fois S, ça c'est la force, et je sais que cette force F que je récupère donc ici symbolisée par une seule flèche, eh bien voilà, si le point d'application de cette force se déplace d'un certain niveau, voilà, que je peux appeler, je ne sais pas moi, delta L, L pour longueur, hein, c'est un élément de longueur ici, eh bien j'aurai que F fois delta L, c'est le travail exercé par cette force sur l'extérieur. Et ce travail, par conservation d'énergie, provient bien de la chaleur qui est là. Essaye de bien faire le lien. J'ai un transfert collisionnel qui va se faire ici. Ici, j'ai beaucoup d'énergie sous forme d'agitation thermique. Les molécules s'agitent très vite ici. Transfert collisionnel, cette énergie de chacune des petites particules est partagée avec les particules qui sont ici, qui, elles, vont pousser plus fort sur le piston et vont élever le piston. Et donc, forcément, je génère un travail vers l'extérieur. D'où le sens de cette relation. Essaye de bien garder tout ça à l'esprit, tous ces processus sont importants à visualiser pour pouvoir résoudre un problème concret tel que celui que tu auras à l'examen. Donc voilà. Qu'est-ce que je fais ici? Je dis que P c'est F, c'est P fois S fois delta L. Ça me donne W. S fois delta L, c'est la surface du piston fois delta L. Base fois hauteur, c'est le volume. C'est l'accroissement de volume, plus précisément, du gaz. Et donc, je vais l'appeler delta V. Et je vais dire que P delta V, c'est W. C'est ce que j'avais déjà écrit tout à l'heure, en allant un peu trop rapidement sans doute. NKB delta T plus P delta V. OK. Alors, fais attention. Ça, c'est l'intégrale. Ça, ce n'est plus une intégrale. C'est normal, c'est parce que la pression est une constante, c'est une isobare. Donc l'intégrale, le P est sorti de l'intégrale. Et l'intégrale de dV, ce sera forcément l'intégrale de tous les petits volumes que je franchis quand le temps évolue. Et la somme de tous ces petits dV, c'est le delta V qui est là, bien sûr. OK. Alors, comment est-ce qu'on fait le raisonnement pour obtenir l'intégrale? De nouveau, tu l'as vu dans la version audiovisuelle, on considère tout simplement une élévation infinitésimale du piston. J'ai le piston ici qui s'est élevé d'un petit dx, cette fois-ci, plutôt que de l'appeler delta L. Ça, c'est un déplacement fini. Le dx est un déplacement infinitésimal, il est arbitrairement petit. Le travail aussi sera arbitrairement petit, alors il vaudra tout simplement f dx, c'est-à-dire p fois s dx, et il est clair que le s dx, c'est la surface que j'ai ici, multipliée par dx, c'est bien sûr le volume que je viens d'achurer, c'est l'accroissement de volume du gaz, qui fait bien apparaître le dV qui est ici. Ça, c'est P, je suis en train d'écrire derrière moi, excuse-moi, P dV. Et bien sûr, le travail complet, ce sera la somme de tous ces petits travaux. Essaye de t'habituer à ce formalisme infinitésimal, ce formalisme du calcul infinitésimal, il est essentiel. Je veux, pour l'examen de janvier, que tu maîtrises cette notion de calcul infinitésimal, que tu sois capable de comprendre ce qu'est une différentielle, ce qu'est une dérivée, ce qu'est une intégrale. Ces trois choses-là, il faudra jongler avec. Donc sois bien attentif, dès que je parle de grandeur infinitésimale, ça vaut vraiment la peine. Donc voilà, les dV qui sont ici, ce sont les petits volumes élémentaires que j'ai quand j'ai une transformation finie. Eh bien, je peux l'avoir comme une somme de transformation infinitésimale comme ceci. La somme, quand elle est continue comme ceci, c'est une somme continue, on appelle ça, parce que le dV ici est arbitrairement petit. Et donc on écrit intégrale de PdV, et là tu retrouveras tout simplement les règles de calcul des intégrales. Si P est une constante,
Ben, tu peux forcément le sortir de la somme. Hein, quand tu as une somme de nombres avec chaque fois le même nombre qui multiplie, je ne sais pas moi par exemple a fois xn, somme pour n, ben, forcément tu peux mettre le a en évidence. Hein. Hop, je suis de nouveau en train d'écrire derrière moi, excuse-moi. Tu es d'accord avec ceci, hein? C'est la même chose pour les intégrales. Le p, pardon, il est à côté. Hein, le p qui est là, je peux le sortir de la somme, tout simplement parce que c'est une simple mise en évidence, comme tu as appris à faire, je ne sais pas moi, en troisième rénové, deuxième rénové. Voilà, ceci c'est de ça qu'on part. Voilà, Q est égal à ceci. Mais ceci ne me donne pas le lien qu'il y a entre Q et delta T. Or, c'est de ça dont j'ai besoin, puisque j'ai besoin de la capacité calorifique à pression constante. Capacité calorifique molaire à pression constante. Alors j'ai dit molaire, donc d'office je m'intéresserai à une mole de gaz, je mets Na ici à la place de N. Ok, ben voilà, ça ne m'arrange pas puisque je vois bien que je n'ai pas delta T ici, j'ai delta V. Or on sait que la capacité calorifique molaire à pression constante, ce sera ceci. Ce sera Q qui est égal à CV fois delta T, pour une mole bien sûr. Hein, ça, ce sera pour n égale à 1. Si n n'était pas égal à 1, ben on le retrouverait en Q est égal à CVN, delta T forcément. Mais voilà, donc ce dont j'ai besoin, c'est le lien entre Q et delta T. Et ici, je vois bien que je ne l'ai pas. Je n'ai pas un lien de proportionnalité entre delta T et Q, puisque delta T n'apparaît pas tout seul. Il y a un delta V ici qui m'embête. Mais voilà, alors on ne va pas se laisser abattre avec ça. Hein. Tu es bien d'accord que P delta V, ben, c'est pas très compliqué. Il suffit de reprendre la loi des gaz parfaits. PV est égal à NKBT. On reprend cette loi pour tout de suite comprendre que le P delta V ici, ben, il cache un delta T, forcément. Hein, si j'écris ceci pour l'état initial et l'état final, PI, VI, TI, PF, VF est égal à NKB, TF. Voilà, je l'écris pour les deux états. L'état initial, quand le piston est bas, et puis l'état final, quand j'ai fini l'échauffement. Que ce que je vais voir, je sais que la pression, c'est la même. Par définition, c'est une isobare, donc PI et PF sont égales. Donc je peux ici supprimer les indices. Je vais donc les supprimer. Et je vois, en faisant la différence membre à membre, je mets un moins, pardon, je vais mettre le moins ici, hein, moins, je vois que j'ai VF moins VI, le tout fois P, est égal à NKB, TF moins TI, c'est-à-dire delta T. Je vais le mettre en toutes lettres, comme ça tu n'as pas de mal. Voilà, et on voit que P delta V, c'est tout simplement NKB delta T. Ça, c'est une relation propre à l'isobare. Avec l'isobare, on a déjà appris que la pression étant constante, on voit que V est proportionnel à T. Ça, c'est la loi de Charles. Hein, c'est une des lois qui a permis de former la loi des gaz parfaits expérimentale. Mais voilà, donc il y a une deuxième information ici importante pour l'isobare, ben c'est ça. C'est que P delta V, eh bien c'est NKB delta T. Toujours bien de l'avoir à l'esprit, hein, que tu peux retirer deux relations de l'isobare. L'une, c'est la proportionnalité de la pression avec la température, proportionnalité du volume avec la température, pardon, loi de Charles et pas loi de Gay-Lussac. Ok. Proportionnalité du volume avec la température, si tu chauffes, le volume augmente à pression constante. C'est normal. Hein, rappelle-toi pourquoi, parce que si tu chauffes, l'énergie cinétique augmente et les chocs sur le piston est plus important et donc il va inévitablement monter. Voilà, je parle beaucoup là pour peut-être peu de choses, hein. N'hésite pas à écouter tout ça plus vite en mettant sur 1.4 et à ralentir donc au moment où tu as du mal à comprendre. Voilà, je vais reprendre maintenant la relation, je vais changer de couleur pour la clarté ici. À partir de maintenant, j'ai écrit en rouge pendant un petit temps. Je vais remplacer le P delta V qui est ici par NKB delta T. C'est ce que je cherchais puisque maintenant j'aurai une proportionnalité entre delta T et Q, puisque j'ai deux termes qui contiennent delta T que je pourrais mettre en évidence. Et si je le fais, qu'est-ce que j'écris? Ben, j'écris que Q vaut ND demi. Nombre de molécules, de particules de gaz, ben, c'est forcément Na, puisque c'est molaire ce que je recherche, plus Na KB delta T. J'ai remplacé N par Na, bien sûr. Le NKB delta T, c'est le P delta V que j'ai là. Donc je l'écris.
Je mets delta T en évidence. OK. Et là, je vois NaKB. NaKB, ben, c'est la constante universelle des gaz parfaits. R, que je peux donc aussi mettre en évidence. Et je vois tout simplement que Q est égal à ND demi plus 1 fois R delta T. Voilà. Et ça nous dit ce que vaut la capacité calorifique à pression constante. Et je constate qu'il s'agit de ND demi plus 1 fois R. OK? Alors que la capacité à volume constant, c'était ND demi fois R. Et donc voilà, on voit qu'il y a une différence entre les deux capacités. On voit que la capacité à pression constante est plus grande que la capacité à volume constant. Est-ce que tu as une idée de pourquoi? Comment est-ce que tu interprètes ce résultat? Pourquoi est-ce qu'on passe de ND demi de R à ND demi plus 1 fois R? Hein, j'espère que tu fais le lien. Si c'est comme ça, ben c'est parce que le piston est monté. Il a fourni un travail vers l'extérieur, et donc la chaleur qu'on a apportée va se traduire par une élévation de température plus faible. Si je compare l'isocore à l'isobar, voilà, je mets une masse M ici, l'isocore, il n'y a rien qui bouge, toute la chaleur est transformée rigoureusement en énergie thermique delta U. Ici, la chaleur est partagée entre delta U et le W qui va apparaître ici. Et donc forcément, la température va moins monter. Hein, je peux dire que delta U, qui est égal, je vais l'écrire comme ceci, Q se partage entre delta U et W. Et donc delta U, je le vois bien, hein, c'est Q moins W. Le delta U est plus faible. Et si delta U est plus faible, ça veut dire que delta T est plus faible. Quand je dis plus faible, c'est plus faible que dans le cas isocore. OK? Il y a une partie de la chaleur qui est partie sous forme de travail. Et donc delta U a augmenté moins. OK? Voilà, donc c'est comme ça qu'on le comprend. Si la chaleur provoque une élévation de température qui est moindre, le delta T que j'ai ici, je vais l'appeler delta T isocore, delta T isobar, eh bien on aura toujours que delta T isobar est plus petit que delta T isocore. Et donc forcément, rappelle-toi ce qu'est la capacité calorifique. C'est la capacité qu'un corps a à absorber de la chaleur sous un effet d'accroissement de température donnée. Plus la capacité est grande, plus cet accroissement sera petit pour une chaleur donnée, ou inversement, pour un accroissement de température donnée, la chaleur sera d'autant plus grande que la capacité est grande. C'est comme ça qu'on le voit le mieux. Voilà, donc la capacité sera donc bien plus grande pour l'isobar, puisque l'élévation de température est plus faible. Pour des élévations de température égales, la chaleur sera plus grande, hein, dans le cas de l'isobar. Ça veut dire que la capacité, hein, de l'isobar est plus grande que la capacité de l'isocore. Voilà, j'espère que tout ça est bien intégré. N'hésite pas à refaire ces raisonnements. N'hésite pas à chaque fois, ici, retravailler sur ces notions de conservation de l'énergie. Tout ça apparaît extrêmement clairement. On peut facilement exprimer ici pourquoi il y a un plus 1. Alors pourquoi juste 1 et pas un demi ou 3? Ça, c'est autre chose. Hein, ici, c'est une discussion d'ordre qualitatif. Hein, je peux m'expliquer ce résultat en faisant de la physique avec les mains, en faisant un simple bilan énergétique, je peux me l'expliquer. La valeur précise du 1, ben pour l'avoir, ben il faut passer au travers du calcul, bien entendu, pour voir apparaître le R qui est ici, au même titre que ici, j'ai ND demi de R, et donc on comprend le ND demi plus 1. Voilà, j'espère que tu captes bien tout ça. Donc voilà, tu as compris, hein, cette question-ci, c'était juste un prétexte pour revenir sur cette théorie, pour revenir sur les interprétations physiques des petites formules, des petits concepts, hein, qu'on a vus jusqu'à présent, qui ne sont pas grand-chose, hein, mais voilà, qui néanmoins nécessitent d'être bien intégrés. Ok, qu'est-ce que je peux dire de tout ça? Ben voilà, si on calcule maintenant, ben voilà, on l'a. Hein. Si je prends par exemple un gaz monoatomique, ND vaudra 3, et je vois que j'aurai 3 demi plus 1, c'est-à-dire 3 demi
Plus 2,5 pour faire simple, hein, réduction au même dénominateur. J'espère que tu sais faire tout ça, hein. Je sais que ça pose pas mal de problèmes à pas mal d'étudiants. Revois bien tes fractions. Ne néglige pas ça. On voit souvent des énormes erreurs aux examens. C'est vraiment à se poser des questions, hein, parfois sur l'acquis du secondaire. Alors bien souvent, je pense que ce sont des erreurs de distraction, hein, mais voilà, néanmoins, hein, pour éviter des erreurs de distraction, ben, il vaut mieux bien réintégrer, je dirais, ces petites règles de calcul des fractions. Voilà. Donc j'ai bien 5 demi de R. Dans le cas d'un gaz monoatomique, je sais que Cp vaudra 5 demi de R, alors que Cv valait 3 demi de R. Voilà, et tout ça forcément se vérifie expérimentalement, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Dans la limite, bien sûr, de validité du modèle cinétique des gaz parfaits, hein, qui est forcément de validité limitée, hein, j'ai déjà dit ça quelques fois. Voilà, donc c'est tout pour cet exercice-là. Ici, oui, c'est ça, je vais peut-être revenir à la thématique de la fois passée. Il y aura 2 exercices sur lesquels on va revenir en arrière. C'est toujours bon à faire, hein. On revient sur un concept qui a été vu donc lundi. C'est la conduction thermique. Alors voilà, je propose ici un exercice de conduction thermique assez simple, hein. Le premier en tout cas est assez simple. Voilà, je suppose une habitation constituée de murs de briques d'épaisseur de 10 cm, comme on le voit ici. Sachant que les murs ont une surface totale de 100 mètres carrés et que les autres surfaces de la maison sont parfaitement isolées thermiquement, donc je suppose qu'il y a un vitrage, un triple vitrage, dont l'isolation thermique est idéale, hein. Donc il y a 100 mètres carrés en gros de surface dont il faut considérer la conductivité thermique. On retient ça, surface de 100 mètres carrés. Sur sa feuille de brouillon, on peut tout de suite venir mettre ici 100 mètres carrés, très bien. Voilà, alors on demande ici de calculer le coût d'une journée, 24 heures, de chauffage électrique pour maintenir la température intérieure à 20 degrés Celsius, sachant que la température extérieure est de 0 degrés Celsius. Ok, donc on va représenter l'extérieur ici, 0 degrés Celsius, l'intérieur 20 degrés Celsius. Voilà, on a vu la conductivité thermique, hein, donc on sait que si on a une différence de température de part et d'autre de la paroi ici, eh bien on va avoir passage d'un débit de chaleur H. Exprimé en watts, c'est la quantité de chaleur qui va passer d'un côté à l'autre de la paroi. Ok, ce sont donc bien des joules, puisqu'il s'agit de chaleur, hein, par unité de temps, ce sont donc bien des watts. Ok, voilà, alors quel est le coût pour obtenir 20 degrés ici et 0 degré là? Alors là, il y a déjà quelque chose d'important à comprendre, hein. Souvent, on n'a pas fait, hein, le pas de ce raisonnement, et quand on est à l'examen, on a des problèmes. Du coup, hein, je vais représenter l'habitation ici en coupe, vue du haut. La surface de 100 mètres carrés de briques est comme ceci. L'épaisseur ici, je vais l'appeler L comme dans la théorie. La surface totale, je l'appelle S. Alors effectivement, si j'ai 20 degrés ici et 0 degré ici, ben, je sais que l'énergie thermique est plus importante à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc je sais que j'ai H qui va passer de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que les 20 degrés Celsius que j'ai ici ben, ne vont faire que baisser. Or, c'est pas ça, je ne parle pas de baisse de température, je dis au contraire qu'il faut maintenir ces 20 degrés. Hein, alors pour les maintenir, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois apporter, bien sûr, autant d'énergie à l'intérieur de la maison ici qu'il n'en sort de l'énergie, c'est clair. Je suis obligé ici d'avoir un flux énergétique H, hein, je peux le représenter comme un poêle ici, un poêle à gaz, un poêle, ben ici c'est pas un poêle, c'est un chauffage électrique, un radiateur électrique qu'on va utiliser, qui va fournir un débit de chaleur H. La quantité d'énergie thermique qu'il fournit, c'est H par unité de temps. Si c'est le cas, alors le H que je génère ici dans la pièce est le même que celui qui sort, et à ce moment-là, les 20 degrés peuvent être maintenus. C'est bien ça la condition, hein, pour maintenir la température intérieure
eh bien, je dois fournir ici un débit de chaleur qui est égal au débit de chaleur de fuite au travers des parois. Voilà. Ça semble évident, hein, mais je répète, hein, quand je pose ce genre de problème à l'examen, ben, je constate que ce raisonnement n'est pas fait. Alors on calcule des choses qui ne sont pas bien comprises, voilà, et on répond à côté. Ok, donc voilà, n'hésite pas à refaire ce genre de raisonnement, même si ça te paraît évident. Ok, donc voilà, ben, j'ai donc la réponse, hein. Je peux très bien calculer le coût, sachant que j'ai 0,1 euro, c'est beaucoup plus cher maintenant malheureusement, mais voilà, à l'époque où j'ai rédigé cet énoncé, ben, c'est à peu près 5 fois moins cher que maintenant, 0,1 plutôt que 0,5 euros le kilowattheure, sachant que la conductivité thermique des briques est de 0,63 watts par mètre Kelvin. Conductivité thermique des briques. Alors pour ça, on va introduire la notion de conductivité thermique. Rappelle-toi, hein, c'est la loi de Fourier de la conduction thermique. Fourier a constaté que le débit de chaleur au travers d'une paroi est donné par un coefficient qu'on appelle le coefficient de conductivité thermique, KT, fois la surface de la paroi sur l'épaisseur de la paroi, le tout multiplié par la différence de température entre les deux. Delta T, c'est tout simplement la température chaude moins la température froide. Ceci, c'est la température froide. Ceci, c'est la température chaude. Excuse-moi, j'écris des erreurs. Voilà. Alors ceci, effectivement, hein, ça va être le moteur du débit de chaleur. Tu es bien d'accord que si Tc est égal à Tf, c'est-à-dire que delta T est égal à 0, j'ai la même température de chaque côté, ben, il n'y a aucune raison d'avoir un échange de chaleur. L'agitation thermique est la même des deux côtés. Ben, le transfert collisionnel se fait autant dans un sens que dans l'autre. On pourrait dire le bilan net est nul, il n'y a pas d'échange de chaleur. Si l'énergie thermique ici est plus importante, ben, le transfert collisionnel va se faire. Ici, les molécules, hein, de ce côté-ci, du côté droit, elles s'agitent très très peu. Ici, elles s'agitent beaucoup. Elles vont agiter les molécules, enfin pardon, les atomes, on va dire plus simplement, des briques ici. Ces atomes vont être secoués de plus en plus et vont venir ici agiter les molécules qui sont ici, et j'aurai bien un débit de chaleur. Si j'ai les mêmes agitations des deux côtés, il n'y a pas de transfert net. Bref, le delta T, c'est bien le moteur du transfert de chaleur. Ok, voilà, que ce soit proportionnel à la surface, ben, c'est une évidence, hein. Si je double la surface, ben, le débit va être doublé, c'est une évidence. Ce qui est moins évident, c'est ce 1 sur L. Pourquoi est-ce que c'est inversement proportionnel à l'épaisseur? Ça, c'est moins clair. Intuitivement, on s'en doute bien. Plus l'épaisseur est importante, ben, plus la chaleur va avoir du mal à passer. Voilà, c'est assez naïf comme vision des choses. Pourquoi est-ce que c'est 1 sur L et pas 1 sur L carré ou 1 sur racine de L ou encore toute autre chose? Voilà, ça c'est une discussion qu'on peut avoir. On aura l'occasion d'approcher ça dans l'exercice qui va suivre sur la conduction, tu verras. Mais voilà, donc ça pour le moment, il faut l'admettre, hein, c'est une loi expérimentale. Et voilà, et le coefficient de proportionnalité entre H delta T S sur L, là, ben, c'est tout simplement le coefficient de conductivité thermique introduit par Fourier pour décrire ces observations. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ceci? Ben voilà, là, tu es d'accord que maintenant, si j'ai... c'est toujours un problème de coût que j'ai. Alors, le coût pour 24 heures. Le coût, ben, c'est l'énergie, bien sûr. Ça, c'est la puissance. Ce sont des watts que j'ai ici. D'accord? Alors au passage, ici, on voit les unités de kT. Ce sont bien des watts par mètre. Surface sur longueur, ce sont bien des mètres carrés sur des mètres. C'est bien des mètres que je vais retrouver ici en dessous des watts. Je vais les faire passer de l'autre côté pour avoir les unités de kT. Je vais isoler kT. Les mètres que j'ai ici vont se retrouver sous les watts de H et sur les kelvins de la température ici. Donc j'aurai bien watts par kelvin. kT a pour dimension des watts par Kelvin mètre. Ok, ce qui est bien est écrit ici. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? J'étais en train de dire quelque chose avant de parler des unités. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est des watts. Ben, pour avoir l'énergie que je vais appeler W ici, je vais l'appeler WE puisque c'est de l'énergie électrique qu'il nous faudra. L'énergie électrique, eh bien, c'est tout simplement H fois, tu l'as compris, H fois le temps delta T. Remarque importante au niveau des notations, pardon.
La température, ce sera toujours grand T, le temps sera toujours petit t. Faites très attention à ça. À l'examen, des fois, on voit la température qui est notée petit t, ou l'inverse. On voit que le temps est noté grand T, alors on ne sait plus de quoi on parle. C'est une catastrophe. Voilà, les étudiants qui font cette erreur d'utiliser les mauvaises notations, ben forcément, ont des très mauvais points, puisqu'on ne sait pas de quoi ils parlent. Voilà. Donc, sois attentif à ça. On utilise les notations du cours. Le temps, c'est petit t, la température, c'est grand T. Ok, alors delta T ici, ben, c'est 24 heures. Ok, voilà, alors je vais faire le calcul, hein. C'est une simple question d'application de formule, ceci finalement. Pour avoir l'énergie, ben, je dois tout simplement avoir H fois delta T. Alors voilà, je vais le faire, hein. J'ai KT ici qui est de 0,63 en unité internationale, il est écrit ici. Ok, fois S qui vaut 100 mètres carrés, divisé par l'épaisseur des murs L qui vaut 1/10 de mètre, 10 cm, hein, et delta T qui vaut 20. 20 Celsius, ou 20 Kelvin, c'est la même chose, donc je mets 20. Ok, alors le 10 moins 1 ici va devenir un 10 plus 1, c'est-à-dire que je peux mettre 1000. Voilà, et le delta T, ben, il vaut 24. 24. Alors là, peut-être que tu es étonné, hein, les 24, ils viennent de là, de 24 heures. Pourquoi est-ce que je laisse 24? Mais parce que tu vois que le prix, je te le donne en termes de kilowattheure. 1 kWh électrique vaut 1/10 d'euro. Donc je vais laisser les heures. Le 1000 qui est ici m'arrange aussi parce que je suis en train de parler de watts avec le H qui est ici. Des watts fois des heures, ça me donne des watts-heures. Mais ce n'est pas des watts-heures, ce sont des kilowattheures. Donc ici, je vais avoir 1 kilowatt fois 24 heures. D'accord? Donc pour le moment, je parle en watts-heure, mais si j'enlève le 1000 ici, que je le mets devant le watt, en mettant kilowatt, ben je suis en train de parler en kilowattheure. C'est parfait. Alors fais attention à cette unité, le kilowattheure, hein, bien souvent il est mal compris. Le kilowattheure, on le voit souvent comme étant considéré en fait comme étant un kilowatt par heure. Quand je dis qu'on a des kilowattheures, souvent on m'écrit ceci. Oh, forcément, ce n'est pas le cas, hein. Le kilowattheure, c'est une puissance fois un temps, c'est bien une énergie, ce n'est pas une puissance divisée par un temps. Ok? Alors pourquoi est-ce qu'on fait cette erreur? Ben, c'est à cause de la mauvaise manière avec laquelle on parle de vitesse. Hein, quand on va sur l'autoroute, on avance sur l'autoroute, en Belgique, on peut rouler jusqu'à 120 km/h. Ça, c'est pas une manière convenable de le dire, parce que km/h, on a envie de le noter comme ceci, kilomètre. Hein, ce qu'il faut dire, c'est kilomètres par heure. Et alors, on a bien une division d'une distance par un temps. Ça, c'est bien une vitesse. Hein, mais quand on dit kilomètre-heure, c'est trompeur. On sait qu'on parle de vitesse, mais on a l'impression que c'est des kilomètres fois des heures. Bref, ne pas faire cette erreur, hein, quand on parle de kilowattheure, c'est bien, hein, des kilowatts fois des heures, c'est bien un produit ici qui a, et pas une division. Voilà, donc le kilowattheure, c'est très bien. Je suis bien en train de parler de kilowattheure, hein, je répète. Le 1000 fois le watt qui était ici est devenu 1 kilowatt. Les heures, ben, je les avais laissées telles quelles. Je n'ai pas eu besoin de passer aux secondes. Je peux laisser les heures. Je travaille bien en kilowattheure, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors on peut calculer ceci. Voilà. Si on multiplie ça encore par 0,1, WE fois 0,1 euros par kilowattheure. Ça, c'est pour les unités de 0,1 ici, et WE à les unités de kilowattheure. C'est ce qu'on vient de faire. Voilà, les kilowattheures se simplifient, bien sûr, et j'aurai la réponse en euros. Alors tu fais ça, tu fais 24 fois 2, parce qu'il y a 0,1 ici. 24 fois 2 fois 0,63, tu verras que ça fait à peu près 30 euros. Voilà, c'est ce que coûtait auparavant le coût d'une journée complète, 24 heures de chauffage, quand on a un mur en briques de 10 cm d'épaisseur et quand on veut qu'il y ait 20 degrés à l'intérieur de l'habitation. C'est un prix considérable, hein. Essayez d'imaginer que c'est multiplié par 4 ou 5 actuellement. On arrive à des prix complètement fous, pour lesquels on réalise bien qu'il y a intérêt à faire quelque chose.
c'est de l'isolation. On va isoler le mur en ajoutant une paroi de bois. C'est ce que je propose dans cette deuxième partie d'exercice. On va rajouter une paroi de bois. Alors là, je vais d'habitude en cours, je vous pose des questions, je demande voilà, comment est-ce que vous faites, etc. Ici, je vais faire un petit peu comme ce qu'on me raconte au cours. Donc voilà, ce qu'on me dit, c'est que maintenant il y a deux parois. J'ai toujours 20 degrés Celsius ici, 10 degrés Celsius là. On connaît la loi de conduction thermique. On sait que c'est S sur L delta T. Je vais tout de suite mettre ici TF moins TC. Voilà, on connaît cette loi. Et puis on regarde à quoi on a affaire ici. Alors on a bien 0 degré ici, pardon. Donc voilà, on a 20, 0 ici, mais entre les briques et le bois ici, on ne sait pas combien on a. Là, on a une inconnue qu'on va appeler TI, la température intermédiaire. Et à ce moment-là, je peux dire que j'ai un débit de chaleur ici, au travers du mur, qui est H. Et là, je peux dire donc que H vaut KT fois S sur L fois TF fois TC, pardon, fois TI. Pardon, c'est toujours, ici c'est TC moins TF. C'est toujours la température chaude moins la température froide parce que le H là est supposé positif par défaut. On ne va pas commencer à parler de débit de chaleur négatif. D'accord? Donc voilà, on met toujours chaud moins froid. Et donc je vais faire ici le chaud moins le froid. Ici, ça va être TC moins TI, bien entendu, en ce qui concerne les briques. Les briques, elles sont comprises ici entre la température TC d'un côté, 20 degrés Celsius, moins TI que je ne connais pas. Et donc je vais l'écrire comme ça. TC moins TI. Ok. Voilà, ça c'est le premier. Alors ce qu'on me dit en général, c'est que ici aussi, il y a un débit de chaleur H' pour la paroi de bois. D'accord? Voilà, c'est souvent comme ça qu'on me le dit. Voilà, ici c'est un autre coefficient de conduction thermique, K'. Ok, fois S sur L', puisque l'épaisseur de bois c'est 2 cm, c'est différent des 10 cm de briques. 10 cm pour L, 2 cm pour L'. Et ici, j'ai tout simplement TI moins TF. Tu es d'accord que pour le bois, la température chaude, c'est TI. TI sera plus grand que TF, et c'est pourquoi il y a un petit débit de chaleur ici que j'appelle H'. On regarde ça, et puis là on est bien embêté. Parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un débit de chaleur H à calculer. Un débit de chaleur H', ça fait deux inconnus, on a donc deux équations. Ça irait. Mais le problème, c'est qu'on a une troisième inconnue. On a TI qui n'est pas connue. Et donc on a trois inconnus pour deux équations, on sait qu'on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à résoudre ce problème, il y a une inconnue de trop. Alors je te laisse un petit peu réfléchir, tu peux éventuellement arrêter l'image pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas dans ce problème. Est-ce que je peux aller chercher une deuxième loi, une troisième équation quelque part pour résoudre ce problème? Voilà, à ton avis, quelle est l'erreur que je fais quand j'écris ceci? Alors voilà, je vais répondre. L'erreur, en fait, c'est de considérer que H' est différent de H. Ce n'est pas vrai. C'est le même débit de chaleur qui passe au travers de toute la structure. Donc la troisième loi que je peux utiliser, c'est ceci, en fait, c'est H' est égal à H. C'est une évidence. Ça, tu dois absolument comprendre. Si H était différent de H', admettons que H soit plus grand que H', ça veut dire que j'ai plus de débit au travers du mur de briques qu'au travers de la paroi de bois. Ça veut dire que l'énergie thermique s'accumulerait ici, à l'interface entre les deux. Si l'énergie thermique s'accumule, ça veut dire que la température monterait. J'aurais une distribution de température qui ferait comme ça une espèce de pic, et puis qui reviendrait. Voilà. Et ça, c'est juste pas possible. On sait qu'il y a équipartition de l'énergie thermique. On sait bien que l'apparition d'un pic de température comme ça est quelque chose de tout à fait impossible. L'énergie thermique a toujours tendance à se diffuser puisqu'il y a transfert collisionnel d'énergie cinétique désordonnée qui a tendance toujours à équipartir l'énergie thermique. Donc c'est le contraire qu'on va avoir. Si on a un pic de température comme ça à un moment donné, il va toujours d'office s'aplatir. Et voilà, on sait bien que
H' ne peut être que égal à H. Si H était plus petit que H', alors là, ça serait le contraire. Ça veut dire qu'il y a moins de chaleur qui arrive ici à l'interface qu'il n'y en a qui repart. Et donc, c'est un refroidissement qu'on aurait. On aurait un profil de température qui présenterait comme ça un trou de température. Ça non plus, c'est pas possible, parce que le transfert collisionnel va toujours s'arranger pour boucher ce trou à un moment ou à un autre. Voilà. Chose importante à bien comprendre, la loi qui me manque ici, la troisième loi, c'est H égale H'. Hein, donc je devrais considérer ça dans le problème des trois inconnus ici. Ben voilà, je peux tout de suite le mettre en disant que H' ici c'est H, hein, forcément. Je ne dois pas considérer une troisième équation, elle est tellement basique qu'il me suffit d'enlever le prime qui est là. Voilà, et avec ça je peux résoudre le problème. Je peux calculer le débit de chaleur, H. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire avec ça? Eh bien, je vais tout simplement éliminer ici le TI. Le TI m'embête, j'en ai pas besoin. C'est H dont j'ai besoin. Donc ce que je vais faire ici, c'est éliminer TI. Pour ça, je vais mettre ces facteurs-ci de l'autre côté. Voilà, ici je fais le calcul, hein, c'est une manière de procéder. Je fais L fois H ici sur KTS. D'accord? L sur KTS fois H est égal à TC moins TI. Voilà, ici je fais le calcul, mais en réalité, voilà, tu pourrais le faire comme tu veux, hein. Je mets ici le calcul comme cela m'arrange, parce que je sais que ça conduit à un résultat facile. La surface de bois, c'est la même que celle de brique, hein. Je suppose qu'il y a autant de bois, de surface de bois que de surface de brique. Et donc j'ai bien le même S, hein. Il n'y a que l'épaisseur et la conductivité qui changent. Voilà, et maintenant tu vois effectivement que c'est pratique d'avoir fait ça, parce que je vois qu'en sommant ces deux égalités, membre à membre, le moins TI ici va se simplifier avec le TI qui est là. Donc je fais tout simplement un plus ici, et j'ai tout simplement, enfin un plus avec ceci, hein, donc la première ligne plus la seconde, j'aurai donc H fois L sur KTS plus L' sur KTS', sur KT', est égal à TC moins TF. Voilà. Et là, je vois apparaître quelque chose qui est intéressant, parce que j'aurais pu ici écrire cette loi aussi comme ça, en mettant tout dans le membre, en mettant ce coefficient dans le membre de gauche, pardon. J'aurais pu écrire la loi de la conduction comme ceci. L sur KTS fois H est égal à TC moins TF. Ce que je peux encore écrire comme étant L sur KTS fois H est égal à delta T. Et là, je vais m'arrêter quelques secondes pour faire le parallèle avec une loi de l'électricité que tu connais bien, c'est la loi d'Ohm, la loi des résistances. On sait bien, hein, avec la loi d'Ohm, que V, ou delta V, la différence de potentiel appliquée aux bornes d'une résistance, si je mets une résistance comme ceci, que je dis qu'il y a une différence de potentiel delta V, ben on sait qu'il y a un courant qui va descendre cette différence de potentiel, qui va traverser la résistance R et qui sera donné par R fois I. Et tu constates qu'ici, ben, on a la même structure. Si je dis que delta T joue le rôle de delta V, ben, je peux dire que le débit de chaleur joue le rôle du courant. Le débit de chaleur, le H qui passe ici au travers de la structure, ben, c'est vu comme le courant. Le courant va être dû à la différence de température. La différence de température est le moteur du débit de chaleur, tout comme la différence de potentiel est le moteur du courant électrique. Et le coefficient de proportionnalité qu'on a ici, ben, c'est tout simplement la résistance. Alors, si tu te rappelles de ça du secondaire, on sait que la résistance électrique, eh bien, c'est effectivement L sur sigma ES. La longueur de la résistance sur sa conductivité électrique multipliée par sa surface, la section de la résistance. C'est exactement la même chose qu'ici. En réalité, Ohm, qui a formulé cette loi pour la première fois, ben, c'est directement inspiré de Fourier. La loi de Fourier qu'on a ici, en fait, eh bien, elle a conduit Ohm à la formuler pour le domaine de l'électricité.
Le parallèle est assez étonnant, si ça t'intéresse, d'ailleurs tu peux aller voir ça sur Wikipédia. Je parle de la loi d'Ohm qui est ici, et je la construis en parallèle avec cette loi de... Enfin, en parallèle, je fais le parallèle à un moment donné, de manière détaillée entre les deux. Voilà. Donc, ce qu'on voit apparaître ici, en fait, est intéressant, parce qu'on voit que le moteur du débit de chaleur H, eh bien, on voit qu'il est donné par la somme de deux résistances thermiques. Ceci, on va l'appeler la résistance électrique. Ceci, c'est la résistance thermique. Et je peux écrire la loi de Fourier tout simplement en disant que delta T est égal à la résistance thermique. Je mets un TH ici pour rappeler que ce n'est pas la résistance électrique. Je pourrais mettre un E ici pour électrique, tout comme le sigma ici, c'est la conductivité électrique. Voilà, c'est la résistance thermique fois le débit de chaleur. Le débit de chaleur sera d'autant plus grand que la résistance est petite. C'est logique. La résistance, ça signifie la résistance au passage de la chaleur. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, voilà, donc on va retrouver ça ici. Et ce qui est intéressant, bien sûr, c'est qu'ici, quand on voit qu'on a deux parois, l'une d'épaisseur L, l'autre d'épaisseur L', on voit apparaître ici la résistance de chacune des parois. Les deux parois sont mises l'une après l'autre. C'est exactement comme en électricité. Quand on a deux résistances, R1, R2, mises en série, on sait que la résistance équivalente totale, c'est R qui vaut R1 plus R2. C'est exactement la même chose ici. Ici, on a deux parois, une paroi de briques, une paroi de bois. Eh bien, on a une résistance thermique suivie d'une résistance thermique prime. Et on fait tout simplement la somme des deux. Voilà, j'ai sommé les deux résistances pour avoir la résistance thermique totale de la paroi. Alors, je t'invite vraiment à retenir ça, parce que quand tu as un problème de conductivité à résoudre, quand il y a plusieurs matériaux, si tu utilises cette règle-ci, avec la résistance qui vaut L sur KTS, eh bien, c'est super facile. Il suffit de prendre la résistance thermique d'une paroi, de la deuxième paroi, la troisième paroi, et tu les sommes. C'est exactement la même chose qu'avec les résistances électriques, que tu as déjà étudié en secondaire, bien entendu. Donc voilà, retiens ça. C'est quelque chose d'important qui pourra te sortir d'affaire de manière bien commode quand tu auras une question d'examen là-dessus. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que H, c'est delta T, c'est-à-dire toujours les 20 degrés, je vais quand même mettre delta T ici, les 20 degrés Celsius, d'accord, divisé par RTH plus RTH'. Voilà, et on voit que le calcul se résume à RTH. On va calculer RTH. RTH, c'est tout simplement L sur KTS, et RTH', dans notre cas, c'est L' sur KT'(S). KT, c'est pour le bois, KT, c'est pour les briques, KT' c'est pour le bois, épaisseur du bois, épaisseur des briques. Si tu fais le calcul, tu verras que RTH est à peu près égal à RTH'. Les résistances thermiques sont à peu près équivalentes, alors que le bois est bien plus mince que la brique. Je n'ai que 2 cm de bois ici. Pour le L', on prend 2 cm à peine. Mais c'est parce que voilà, KT' est aussi plus petit que le KT qui est ici. Donc le L' plus petit que L est compensé par le fait que KT' est plus petit que KT, et donc on obtient à peu près ceci. Et ça, c'est important à savoir. Ça veut dire qu'avec une simple planche de bois de 2 cm que tu viens mettre sur ton mur de briques, eh bien, tu gagnes un facteur 2. La résistance thermique augmente d'un facteur 2 par rapport au mur de briques tout seul, et ton H, il a tout simplement diminué d'un facteur 2. Donc, plutôt que de dépenser 30 € pour 24 heures, eh bien, tu en dépenseras 15, ce qui est déjà pas mal. Et bien sûr, on peut encore faire beaucoup mieux que ça, parce que le bois n'est pas le meilleur matériau isolant. On fait des matériaux bien meilleurs que ça. On peut donc facilement diminuer d'un facteur 5, voire 10, la consommation de chauffage dans une maison. Voilà, j'espère que tu as bien suivi tout ça. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre de ceci? Oui, c'est peut-être la théorie, c'est parce que je vois ici qu'il y a une question qui avait été posée par un polytechnicien que je vais donc
je vais reprendre ça ici. Dans la conduction thermique, je vais faire une parenthèse théorique. N'hésite pas à t'arrêter, bien sûr, hein, si ça devient long. Ici, je vais faire les 2 heures d'un coup. Donc, n'hésite pas à faire une pause et puis à reprendre. Je peux voir d'ailleurs l'heure qu'il est. Je ne sais pas très bien à quelle heure j'ai commencé en réalité. Il faudra m'excuser si je fais plus long que 2 heures. Voilà, là, il est 14h12. Je verrai, désolé. Voilà. Dans la loi de la conduction, pour construire la loi de conduction thermique, Fourier utilisait un appareil qui est donné par ceci. J'ai une paroi ici. J'ai ici une enceinte d'eau chaude qui est contrôlée, toujours la même température, TC, je l'appelle. Ici, j'ai une enceinte d'eau froide. Pour la maintenir froide, j'ai un débit d'eau. Un débit que j'appelle un débit massique ici. Il y a 1 litre d'eau qui passe toutes les secondes, c'est-à-dire 1 kg d'eau qui passe par unité. Enfin, par. Qu'est-ce que je dirais? Il y a X kilos d'eau qui passe par unité de temps, c'est le débit massique. Ok? Donc j'ai un débit massique d'eau ici qui fait que la température peut rester froide, TF. Ok? Mais néanmoins, la température TF ici va augmenter puisque j'ai un débit de chaleur qui passe au travers de la paroi. Et donc j'arrive ici à TF plus delta TF. Ça, c'est le dispositif que Fourier utilisait pour pouvoir mesurer un débit de chaleur. Pas évident, hein, tu imagines, début du 19e siècle, Fourier était capable de mesurer un débit de chaleur. Ok, comment est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a tout simplement procédé par bilan énergétique. Et le bilan énergétique qu'on va faire ici, il porte sur un système à débit continu. Et c'est pourquoi je fais cette parenthèse, parce que ce genre de dispositif, ce genre de système à débit continu, ben voilà, j'y accorde de l'importance, parce qu'il faut pouvoir traiter ces problèmes en pratique. Dans le métier d'ingénieur, on est souvent confronté à des systèmes comme ça, avec des débits. Des systèmes dans lesquels la masse n'est pas bien définie. Effectivement, ici, la masse d'eau, elle n'est pas définie. La masse d'eau, elle passe, elle passe, elle passe. J'ai des litres et des litres d'eau qui passent. Tout dépend de la durée sur laquelle je considère le passage de l'eau. Donc voilà, c'est un type de problème bien particulier que j'appelle donc les problèmes à débit continu et qu'il faut donc traiter de manière particulière. Alors voilà, comment est-ce que Fourier a fait pour mesurer H, pour connaître expérimentalement H? Eh bien, il a procédé à un bilan énergétique. Ce qu'il a fait, et retiens bien ça, c'est important, tu auras plus que probablement un exercice de ce type-là, enfin qui implique le raisonnement que je vais faire ici à l'examen de janvier. Je vais faire un bilan sur un temps delta t. Quand on a un système à débit comme ça, on n'a pas le choix. Parce qu'on doit traiter, pour faire un bilan, on doit traiter des quantités de matière finies, données, bien précises. Sinon, on ne sait pas faire de bilan. Quel est le bilan sur la quantité d'eau qui rentre dans ce système? Ben, si je ne fixe pas la quantité d'eau, je ne sais pas faire de bilan. Et donc, on est obligé de travailler sur un temps delta t. Donc, supposons qu'on est passé du temps t à un moment donné au temps t plus delta t. Ça veut dire que j'ai laissé mon chrono allumé ici sur le temps delta t. Sur ce temps-là, ben forcément, j'ai une certaine quantité d'eau qui est rentrée dans mon système. Je l'appelle delta M. Et j'ai une certaine quantité d'eau qui est la même, qui est aussi delta M. La masse est conservée, bien sûr. Ce qui rentre, tu vas le retrouver à la sortie. Donc voilà, sur le temps delta T, il y a un delta M qui est rentré, un delta M qui est sorti. Le delta M, il est rentré à la température TF, qu'on peut mesurer. Fourier avait ici un thermomètre, il pouvait mesurer TF. Voilà. Et à la sortie, ben, il pouvait mesurer TF plus delta TF. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il se disait que le H ici, le H fois delta T, ben, c'est la quantité de chaleur qui rentre dans le système sur le temps delta T, toujours. Hein, ceci, quelque part, ben, c'est une quantité de chaleur, delta Q. Ok. Cette quantité de chaleur qui est donc rentrée, je peux la mettre comme ceci, je peux dire, voilà, sur le temps delta T, j'ai une quantité de chaleur delta Q qui est rentrée. Si je veux calculer H, ben je dois faire delta Q sur delta T. T'es d'accord? Donc, je dois avoir accès à ce delta Q. Que vaut delta Q? Eh bien, je vais, de nouveau, hein, je répète, je vais procéder par bilan énergétique. Si tout est isolé thermiquement de l'extérieur, ce qui était bien le cas, cette énergie qui rentre,
ben, elle ne peut faire que être la différence entre ce qui sort et ce qui rentre ici. Autrement dit, je peux prendre toutes les entrées d'énergie que j'ai et dire que tout ce qui rentre comme énergie, c'est ce qui sort. J'ai déjà fait un bilan de masse. Toute la masse qui entre sort. Ben ça, c'est un bilan de masse. Je sais que delta M à l'entrée est égal à delta M à la sortie, parce qu'ici, il n'y a pas de masse qui rentre. Par contre, au niveau énergétique, j'ai de l'énergie qui rentre. J'ai de l'énergie qui rentre avec ce delta M, c'est évident. Et j'ai de l'énergie qui sort là. Donc le bilan, ça va être ça. Je vais dire que delta Q qui rentre plus l'énergie U entrante. Le delta M ici, je vais lui associer l'énergie U entrante. U pour énergie interne, énergie thermique, d'accord? Et l'énergie sortante, et ça sera égal à l'énergie sortante sur le temps delta T. Ce delta M là, lui, il possède l'énergie sortante. Ok? Ça veut dire que le delta Q que je recherche, c'est US moins UE. US moins UE, alors tu vas me dire comment est-ce que je fais pour connaître ça? Eh bien, US moins UE, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement l'énergie que j'ai dans la masse delta M à la température TF plus delta TF. Ça, c'est US. Hein, US, c'est l'énergie contenue là-dedans. Tandis que quand je considère la température TF, ça c'est l'énergie de l'eau entrante qui, elle, est à la température TF. Ok? Alors, comment connaître US moins UE? Comment connaître la différence d'énergie thermique entre ça, ce volume d'eau-là, ou cette masse d'eau-là, et cette masse d'eau-ci à la température TF? Je te laisse réfléchir. Comment est-ce que tu peux connaître US moins UE pour avoir le delta Q qui est là? Ben, c'est assez évident. Tu sais que la différence entre US et UE, ben, c'est tout simplement la chaleur qu'il faut apporter à la masse delta M ici pour obtenir une élévation de sa température de delta TF. Si j'apporte la chaleur ici, Q, un certain delta Q ici, hein, qui vaut tout simplement la capacité calorifique fois la masse delta M fois delta TF, je suis d'accord que si j'apporte cette quantité de chaleur-là, ben j'ai la capacité calorifique massique fois la masse delta M fois l'élévation de température que je veux, eh bien je sais bien que le delta Q ici que j'ai là, ben c'est bien US moins UE. Si j'ajoute cette chaleur à UE, bien forcément je vais avoir US, par définition de la capacité calorifique massique. Si j'apporte delta TF en plus de TF, eh bien forcément je vais avoir les conditions de cette masse delta M ci. C'est-à-dire que j'aurai cette énergie-là. Et donc le US moins UE ici, tu vois que je peux tout simplement dire que c'est C delta M delta TF. Et c'est pour ça que Fourier était capable de mesurer H, le H ici qui vaut delta Q sur delta T. Eh bien voilà, effectivement, il me suffit de diviser maintenant par delta T. Petit t, bien sûr, hein, c'est des temps, voilà, je divise partout par delta T. Et miraculeusement, ici, je vois apparaître quelque chose que je peux tout à fait connaître, c'est le débit massique, la quantité de masse par unité de temps. Si sur le temps delta T, la masse delta M est rentrée, et c'est bien ça que je considère sur mon schéma, sur le temps delta T, j'ai bien delta M qui est rentré, delta M qui est sorti. Et ça, je l'ai appelé le débit massique, delta M. Et donc, je retrouve le débit massique là. Et donc, je peux dire que H est égal à C, débit massique, delta TF. C'était super facile pour Fourier de calculer ça une fois qu'il avait fait ce bilan énergétique. Il lui suffisait de mesurer delta TF en prenant un thermomètre à la sortie, à l'entrée. Il faisait la différence des deux températures. Et puis, il multipliait par la capacité calorifique de l'eau, 4186 joules par Kelvin. Et dm, ben le débit massique, c'est très facile à connaître. Hein. Il prenait un seau, il regardait combien de temps il fallait pour avoir 1 litre, 2 litres, 5 litres. Il avait le débit et il pouvait donc faire le calcul de H, la mesure de H. Voilà, donc ce passage-ci est important. Ce genre de raisonnement, un bilan sur un temps delta t, c'est le genre de choses que je pourrais te demander de faire, d'être capable de faire dans d'autres contextes à l'examen. Voilà.
On va faire maintenant l'exercice suivant. Oups, qu'est-ce que je fais là? Voilà, c'est celui-ci. Voilà, une seringue de 200 millilitres bouchée à son extrémité. Je demande de calculer le travail qu'il faut pour extraire le piston, alors qu'il est initialement poussé au fond de la seringue. Là, je peux représenter la seringue comme ceci, le piston est là poussé au fond. Et je cherche le travail qu'il faut pour sortir ce piston. Alors, essaye de faire l'expérience, hein. Tu bouges la seringue avec ton doigt, tu mets le piston à fond, tu tires, ben, effectivement, il va y avoir une résistance. Et puis une fois que tu sortiras le piston, tu vas entendre un petit pops caractéristique qui t'indique qu'en fait tu as créé du vide à l'intérieur du tube de la seringue. Et c'est forcément ce qui va se passer ici. Si tu recules le piston, ben, à l'intérieur du piston, tu as le vide. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'air, il n'y a plus rien. Ok? Alors comment calculer le travail? Voilà, au bout d'un moment, tu seras quasiment à la sortie ici. Quel est le travail qu'il faut pour sortir le piston alors que ici tu as le vide? Voilà. Comment est-ce qu'on fait ça à ton avis? Je te laisse un petit peu réfléchir, n'hésite pas à arrêter l'image et essayer d'imaginer comment tu fais ça. Le travail. Voilà. Alors le travail ici, je vais te dire hein, de nouveau ce qu'on me raconte au cours quand je pose la question. Souvent on me dit tout simplement ceci. Le travail, on a retenu que c'est PDV. Voilà, et alors ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement dire que c'est P delta V. Alors je ne sais pas très bien ce qui guide les étudiants à faire ça. Voilà, ou bien on me donne la formule de l'isotherme, par exemple. On va me donner NKBT fois le logarithme du rapport des volumes. Voilà, ce qui n'a pas de sens. Ok? Alors, si je te dis ça, en fait, c'est tout simplement parce que beaucoup d'étudiants à l'examen sautent comme ça sur des formules toutes faites, sans regarder face à quoi ils se trouvent ici. Parce qu'en réalité, si tu devais utiliser cette formule-ci, ben, tu serais bien embêté. Pourquoi? Parce que tu as le vide ici. Quelle est la pression dans le vide? Ben, la pression, elle vaut 0. La pression, elle vaut 0. Donc intégrale de PDV, ben, d'office te donnera 0. Ça n'a pas de sens, ce calcul. Donc tu trouveras un travail nul. Je répète, ça n'a pas de sens, parce que le travail, il est bien là. Et donc voilà, hein, ceci te montre que quand on résout un problème de physique, ben, la première chose à faire, bien sûr, c'est de s'appesantir sur la situation face à laquelle on se trouve. Et se demander pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un travail. Tu vois le point d'interrogation que j'ai mis là, ben, il faut le prendre au pied de la lettre. Il faut se dire, c'est pas seulement le calcul du travail qu'il me faut, c'est pourquoi est-ce qu'il me faut un travail. Et pourquoi est-ce qu'il faut un travail, à ton avis, si j'ai le vide ici et que le résultat ici me donne 0? Tu as sans doute compris que le travail qui est nécessaire, ben, c'est parce qu'il y a la pression atmosphérique ici qui pousse. C'est de ce côté-là qu'il faut chercher les choses, et certainement pas dans la chambre à piston ici. Ok? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que depuis le début, je vais mettre dans la couleur rouge ici, depuis le début, tu as les molécules d'air qui viennent frapper ici sur le piston. Avec la pression atmosphérique, bien sûr. Je peux dire tout simplement ici que j'ai PA, la pression atmosphérique. Toujours ici, bien sûr, elle n'a pas changé, la pression atmosphérique. Et on voit donc que j'ai eu une force à exercer pour contrer cette pression. J'ai dû tirer ici avec une force qui justifie ce travail. C'est ça que je dois faire. Alors la force, ben, elle est facile à calculer, c'est PA fois S, tu es d'accord? Pression fois la S, si S est la section, bien sûr, de ce tube de seringue. Ok, je vais donc appeler ceci S, comme on le fait d'habitude. C'est la section du piston aussi, c'est la même, forcément. Cylindre et piston ont la même section. Sinon, ce ne serait pas un piston. Ok, donc voilà, PA fois S, c'est très bien. Maintenant, pour avoir le travail, eh bien, je vais faire tout simplement W qui vaut F fois L. L est tout simplement la longueur totale de la seringue, puisque je demande le travail pour retirer totalement le piston de la seringue. Donc voilà, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir PA fois S fois L. Je regarde l'énoncé, est-ce que j'ai toutes ces données? Ben non, j'ai pas. J'ai la PA, la pression atmosphérique. Bon, ici, c'est pas une question d'examen, donc c'est pas formulé. J'aurais dû dire, bien sûr, ici qu'on se trouve à la surface de la Terre sous la pression atmosphérique. Mais voilà, maintenant je te l'ai dit, donc voilà, on a PA. On va supposer que c'est un bar. Et ici, je ne donne pas la longueur, je donne le volume. Ben, tu as bien compris hein, que le S fois L ici,
c'est la section, la base de ce cylindre, fois sa longueur, ça va me donner le volume de vide que j'ai dans cette seringue. Voilà, V. Et donc je vois que ce que j'ai à faire ici, c'est tout simplement PA fois V. C'est-à-dire ici, 10 exposant 5 pour une atmosphère ou un bar, fois V qui est 200 millilitres, 200, 10 moins 6 mètres cubes. Et je vois donc que j'ai ici 10 moins 5, j'enlève un 0, j'ai donc bien 20 joules. 20 joules sont nécessaires pour enlever le piston de cette seringue. C'est pourquoi il y a une résistance, en plus des frottements bien sûr, tu as toujours des frottements avec une seringue, mais en plus des frottements, tu dois contrer l'atmosphère. Alors n'interprète pas ça mal, hein. Souvent on a l'impression que c'est le vide qui aspire, on dit ça souvent. Forcément c'est faux, il n'y a rien du tout qui se passe ici. Hein. Il n'y a aucune force sur ce piston, il n'y a aucune force qui vient tirer sur ce piston, il n'y a juste rien ici, c'est le vide. La seule résistance qu'on a, elle est due à l'atmosphère. Essayez de bien intégrer ça, parce que de nouveau, quand je pose une question à l'examen, voilà, le vide parfois intervient et il faut bien interpréter les choses. Si tu as du mal à sortir le piston d'une seringue, c'est pas parce que le vide est en train d'aspirer ce piston, c'est parce que l'atmosphère pousse dessus, simplement. Ok, donc voilà, ceci était simple. Ici, une deuxième seringue. Voilà. Cette fois-ci, je dis que la seringue est remplie à moitié. Voilà, le piston se trouve initialement là, avec un volume qui vaut VF demi. Ce sera le volume initial. Et cette fois-ci, j'ai de l'air. Si je dis qu'elle est remplie à moitié, ça veut dire qu'il y a quelque chose dedans. Voilà. Et je dis maintenant que je cherche à calculer ici le travail qu'il me faut pour retirer ce piston de cette seringue. Et là, je donne la pression atmosphérique de 10 exposant 5 pascal, je donne la température ambiante et je dis que je tire le piston lentement, c'est-à-dire de façon isotherme. J'ai une transformation qui est isotherme. Ok, très important ça, on va d'abord bien revoir l'isotherme, tu l'as vu dans la version audiovisuelle du cours, mais voilà, c'est l'occasion de la revoir. Je vais augmenter le volume. Je me retrouverai donc avec le piston légèrement plus sur la gauche ici. Les molécules d'air qui ont vu ce piston s'éloigner d'elles ont rebondi en diminuant leur énergie cinétique, forcément. Si tu vois une balle de tennis qui arrive vers toi, que tu as ta raquette de tennis, et que tu la recules devant la balle va forcément rebondir en étant amortie. Elle va rebondir avec une vitesse moins grande que celle avec laquelle elle est arrivée. Son énergie cinétique va diminuer, c'est ce qui se passe avec les molécules d'air. Et donc on s'attend à ce que la température diminue, bien sûr, puisque la température, c'est l'énergie cinétique à une constante près. Mais voilà, ce qui va se produire, c'est que la particule ici qui a rebondi, elle va tout de suite toucher les parois, bien sûr. Et les parois, elles sont à la température ambiante, ici, que j'appelle T dans l'énoncé. Et donc j'ai de l'agitation thermique ici. Et donc cette particule va rebondir en étant collisionnée par les molécules ici d'air qui sont agitées. Et donc elle va repartir tout de suite avec une énergie cinétique qui sera plus grande. On voit qu'il va y avoir tout simplement thermalisation des particules qui ont été ralenties là. Alors cette thermalisation, elle demande malgré tout un certain temps, et c'est pourquoi, pour obtenir ça, pour que la température ne baisse pas finalement, grâce à cette thermalisation, il faut retirer le piston lentement par rapport aux vitesses des échanges thermiques avec l'extérieur. D'accord ? Donc a priori, quand le volume d'un gaz augmente, sa température diminue toujours, parce que EC diminue. Parce que quand ça recule, les particules rebondissent moins vite. D'accord ? Mais si on attend longtemps, si on est suffisamment lent avec le piston, pour permettre ces échanges d'énergie thermique ici avec l'extérieur, eh bien la température va toujours s'équilibrer avec l'extérieur. On va toujours avoir une thermalisation. Et donc la baisse de température ici n'a pas lieu. C'est donc la situation isotherme. Une isotherme sera d'office lente par rapport à une transformation qui est adiabatique pour laquelle on ne considère pas ces échanges avec l'extérieur. On verra ça tout à l'heure. Ok, donc
Maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Voilà le travail. Comment est-ce que je vais faire? Voilà, alors on va prendre appui sur l'exercice qu'on vient de faire précédemment, hein. On sait qu'on va devoir fournir un travail parce qu'on doit vaincre la pression atmosphérique. Ok, n'oublie jamais, hein, ça tu es toujours susceptible de rencontrer la pression atmosphérique dans un problème. Ici, je dis clairement qu'il y a une pression atmosphérique. Alors, je l'appelle P ici. Moi, je vais l'appeler PA pour... Alors, ça, PA, c'est un peu ambigu parce que c'est l'unité du Pascal, mais moi, j'appelle ça pression pour pression atmosphérique pour bien voir de quoi on cause. Et en même temps, maintenant, tu as une pression ici. Et donc, les choses apparaissent plus compliquées, tu es bien d'accord? Parce que maintenant, je ne peux plus dire que c'est simplement PA fois S. Je vois que j'ai une force à vaincre qui est dans ce sens-là. Je vais la dessiner en vert ici. Ça, c'est PA fois S. Et je vois que je serai aidé ici par l'air qui est dans la seringue. L'air qui est dans la seringue, il vient collisionner ici aussi, exactement comme les molécules de l'atmosphère. Et donc, je vais avoir une deuxième force ici, qui sera peut-être moins forte, plus forte, on n'en sait rien. Elle sera moins forte, hein, puisque je pars de l'équilibre. Au départ, ici, PI vaut PA. PI est égal à PA. Et là, j'ai toujours PA. OK? Donc voilà, ici, j'aurai une pression qui sera plus petite, puisque le volume a augmenté. Et donc, la force sera plus petite. Mais néanmoins, elle sera là. Ça veut dire qu'elle m'aura aidé à tirer le piston. Cette force-là, s'il n'y avait pas l'air ici, elle ne serait pas là. C'est la situation qu'on a vue précédemment. Bref, donc je vois bien que j'ai P fois S. Donc je dois vaincre la pression, la force PA fois S moins P fois S. Tu es bien d'accord avec moi? Ces forces sont opposées, donc elles se retirent. C'est ça la force que je dois vaincre. C'est PA fois S que je dois vaincre, moins P fois S. Puisque ceci, ça m'aide. OK? Donc voilà, c'est ceci. Et donc PA fois S moins P fois S. Pourquoi est-ce que je réécris ça deux fois? C'est pas ça que je dois faire, c'est PA moins P fois S. Ça, c'est la force à vaincre. Alors tu vas me dire, maintenant c'est facile, il suffit de prendre ça et de multiplier par la longueur sur laquelle je tire le piston, c'est-à-dire une demi-longueur de seringue. D'accord? Donc j'aurai un travail qui sera F fois delta L demi. Hein, si delta L, je ne sais plus comment je l'ai appelé dans l'exercice précédent. Bref, j'appelle ça delta L, c'est la longueur de la seringue, mais si elle est à moitié remplie au départ, ben c'est forcément sur delta L demi que je dois retirer. F fois delta L demi, ça va faire PA moins P fois S fois delta L demi. Ça, c'est le volume moitié. Et j'ai donc PA moins P fois le volume final divisé par 2. Volume final, c'est le volume qu'on obtient une fois qu'on a étendu complètement la chambre à piston. Voilà. Alors, demande-toi, est-ce que ceci est correct? Que serait à ton avis le P qui est là? C'est la pression qu'on a dans l'air ici. Est-ce que tu penses que c'est correct? Ben, j'espère que tu te dis bien que non, ce ne peut pas être correct, parce que ce P, ben, il va évoluer bien sûr. Quand tu étais ici au volume VI et que tu l'augmentes, ben, P a forcément diminué. Donc c'est tout faux ce que j'ai écrit là. Ceci n'est pas juste. P évolue en fonction de la position, donc F aussi. Et il faut forcément en tenir compte. Et donc ceci est faux. Il faut mettre une grande barre là-dessus, ce n'est pas correct. Et ça, tu devras vraiment être attentif à l'examen pour bien voir. La pression P ici, il faut savoir qu'elle est fonction de la position du piston. Hein, je peux mettre ici la position du piston. Je vais mettre un axe X. Je mets 0 ici par exemple. Au fond du piston, quand il n'y a pas de volume, ben, X vaut 0. Je ne sais pas pourquoi je fais ça en fait. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est une manière d'exprimer le fait que je vais le faire comme ça. OK. Ou bien non, je vais mettre... Ça va être compliqué. Je vais mettre le 0 ici. C'est le point de départ. Je suis en 0, je tire, je vais augmenter donc de X. Que vaudra la pression? Alors, je te laisse un peu réfléchir à ça. Comment est-ce que je peux avoir la pression en fonction de X? X qui est la position du piston, hein, je te le rappelle.
Qu'est-ce qu'on va avoir comme loi qui nous permet de dire ça? Rappelle-toi, j'ai dit qu'on tirait l'entrant, c'est-à-dire que c'est une isotherme. Et donc, je sais que PV égale constante. OK. Le volume, tu es d'accord avec moi que c'est VI plus S fois X. Sois attentif à ce que je te raconte ici. C'est très typique de l'examen, ça. J'ai un volume VI. Si je me déplace de X en plus de ce volume initial VI, ben j'aurai le volume total qui vaut X fois la section du piston. X fois la section du piston plus le volume initial. C'est parfait, c'est ce qu'il faut. OK. Donc là, je vois que la pression de X est une fonction de X qui vaut tout simplement PIVI, parce que la constante ici, ben, c'est forcément donné par l'état initial. Le produit PV est constant sur l'isotherme. Donc je prends les valeurs initiales, PIVI, et je sais que ça ne change pas de valeur. C'est vrai pour tout V. Donc j'ai PIVI sur VI plus S fois X. OK. Voilà, c'est une manière de faire en sorte de s'en sortir. Ça veut dire que la force que j'ai, la force sera fonction de X, et je peux dire que la force est PA fois S moins P fois S, c'est-à-dire PI, VI que je connais, PI c'est la pression atmosphérique, je mets PA, VI c'est VF demi, c'est le volume de la seringue divisé par 2, sur VF demi plus S fois X. Tu vois que ça devient un peu alambiqué, mais voilà, c'est ce qu'il faut faire. La loi des gaz parfaits nous indique ceci. Je suis dans une isotherme, je vois que la pression va suivre la loi de Boyle et Mariotte, PIVI sur V, et je l'écris, PIVI sur V, V qui est fonction de X, et voilà. Et à partir de là, je peux calculer, bien sûr, le travail. Et je peux dire que le travail, ben, c'est l'intégrale de f de x dx. Rappelle-toi, j'ai fait dans la leçon introductive, j'ai fait ce petit calcul. J'ai attiré l'attention sur le fait que quand la force dépend de x, il faut effectuer cette intégrale pour calculer le travail. Et ici, je vais intégrer x de 0 à delta L demi. Je vais effectivement de 0 à delta L demi. X vaut 0 et je dois encore franchir une demi-seringue. Delta L pour toute la seringue, delta L demi, de 0 à L demi pour vider, pour sortir le piston de la seringue. Voilà. Alors qu'est-ce que je vais avoir? Ici, j'ai une partie qui est une constante. Si j'intègre f de x dx, ben, j'intègre cette constante. C'est-à-dire que j'aurai PA fois S fois delta L demi. Tu es d'accord? Ça, c'est la partie constante de la force. Si ceci n'existait pas, ben, j'intègre PA fois S sur la distance delta L demi. Ben, j'ai tout de suite la force fois le déplacement. C'est normal, la force est constante pour cette composante-là. Ici, j'ai la partie variable. Et là, qu'est-ce que j'ai? PA fois S delta L demi, oui, voilà, c'est ça. Ici, j'aurai ici moins PA VF sur 2. Je reprends la constante qui est ici. Et je dois intégrer ici dx sur VF sur 2 plus S fois X. Voilà, je dois intégrer ça de 0 à delta L demi. OK. Voilà, donc comment est-ce qu'on va faire ça? J'aurai PA fois S fois delta L demi moins PA VF demi. Et puis alors ici, il faut se demander quelle est la primitive de cette fonction-là. Quelle est la primitive de ceci, à ton avis? Tu sais que 1 sur x est la primitive de ln de x. Pardon, ln de x est la primitive de 1 sur x, excuse-moi. Si tu fais ln de x prime, tu obtiens 1 sur x. OK. Donc voilà, on va retrouver ça comme ça. J'aurai ici tout simplement ln de s de x plus de s fois x, le tout sur vf demi. Effectivement, si je dérive ceci,
je vais avoir S fois ln de Sx plus Vf demi. Ah, qu'est-ce que je fais? U' sur U, hein, donc j'aurai ln de U', c'est U' sur U, donc voilà, j'aurai bien S, excuse-moi, je suis un peu... j'aurai S, S c'est bien U', si je dérive ceci par rapport à X, il me reste bien le S qui est là, sur U, et U c'est Sx plus Vf demi. Ok, donc je vois que c'est bien correct, je vois que ceci... Hein, le 1 sur, c'est quasiment, la primitive, c'est quasiment ce logarithme. Il me suffit de le diviser par S. Si je divise par S, j'aurai un 1 ici, 1 sur S ici. Donc, conclusion, je peux dire que ceci, je vais changer de couleur pour que ce soit peut-être un peu plus clair. L'intégrale que j'ai à calculer, en fait, c'est tout simplement 1 sur S du ln de Sx plus Vf demi, le tout entre crochets ici, 0 V delta L demi. Voilà, donc je vais avoir tout simplement 1 sur S de ln de S fois delta L demi plus Vf demi. Donc S fois delta L demi, c'est Vf demi. D'accord, donc je vois ici que j'aurai tout simplement Vf. C'est d'accord, hein, je remplace tout simplement x par delta L demi. J'aurai S fois delta L demi. S, la section fois delta L demi, c'est bien le volume final divisé par 2. Plus le volume final divisé par 2, ça me donne bien ceci. Moins, avec le 0 ici, ln de Vf demi. D'accord? Je sais bien que ln de A moins ln de B, c'est ln de A sur B. Ok, petite règle des logarithmes ici. Si tu ne connais pas bien ça, il faudra revoir ça, bien sûr. J'aurai tout simplement 1 sur S de ln de 2 comme résultat. Vf divisé par Vf demi. Ça va faire 1 sur 1 demi, ça fait 2. C'est S ln de 2. Voilà. Tout ça pour arriver à ça. Tu es d'accord que c'était un petit peu lourd, hein, mais voilà, j'y suis arrivé. Il y a juste une chose qui m'embête, c'est le fait d'avoir un 1 sur S devant. Là, je suis embêté. J'ai dû faire une erreur quelque part. Parce qu'au niveau dimensionnel, ça n'irait pas. En principe, ce que je devrais avoir ici, c'est un ln de 2 tout court. Écoute, j'imagine que tu trouveras ça toi-même. En fait, j'ai pris un chemin compliqué pour le faire, mais voilà, j'ai continué à le faire pour te montrer que il y a moyen, de façon analytique, comme ça, en utilisant le formalisme mathématique que tu connais, tu fais tout un développement et tu trouves une réponse. Ok. Voilà, je continue à être embêté, il n'y a pas ce 1 sur S normalement. Zut, zut, zut. Ah, il faudrait essayer que je le trouve, je devrais essayer de le trouver. Où est-ce que j'ai fait l'erreur? J'imagine que tu le vois. Il y a une petite chance que tu vois mon erreur. Regardons, S fois X, c'est bien le volume. S fois X, c'est bien le volume que j'ai là. Tout ça, c'est correct. Où est-ce que je fais l'erreur? PA fois S fois delta L demi, ça c'est effectivement l'intégrale de cette partie-là, c'est bien correct. Ici, je fais PA fois VF demi de 1 sur VF. Et ici, j'intègre sur la longueur, tout comme j'ai un delta L ici. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas correct? Pourquoi est-ce que ce n'est pas correct? Effectivement, il y a un problème à partir de là. Ça m'énerve. En fait, il y a un problème à partir d'ici. Ceci n'est pas VF demi. C'est delta L demi. Oui, voilà. Non. Clairement, c'est ici le problème. Où est-ce que j'ai fait l'erreur? PI, VI. Donc, j'ai oublié de multiplier par S ici. Ok, ça va. Tout est solutionné. J'ai oublié de multiplier par S. C'est bon. J'ai un S. J'ai un S. Et le 1 sur S va tomber. Bon, voilà, je suis désolé. C'est un peu confus. C'est un peu confus.
Mais voilà, je vais reprendre le résultat auquel on est arrivé ici, et je vois que W, c'est PA fois S fois delta L demi, moins PA, alors le S fois delta L demi, je vais mettre VF demi, hein, dans une pipe, voilà, sinon on va tourner en rond, VF demi, moins PA VF demi, moins PA VF demi ln de 2. Voilà. Donc je vais trouver, on va y arriver, PA VF demi fois 1 moins ln de 2. OK? Voilà. Et c'est là qu'on voit ce qu'apporte l'isotherme. Si je n'avais pas eu de gaz à l'intérieur, si je n'avais pas eu d'air à l'intérieur de la seringue, tu es d'accord que j'aurais dû combattre uniquement cette force-là sur la distance, delta L demi? J'aurais eu PA fois S delta L demi, c'est-à-dire PA fois VF demi, cette partie-là. Mais tu vois que ce travail que j'aurais si j'avais eu le vide ici, eh bien il est diminué. Diminué de quoi? Diminué du travail que donne l'isotherme ici. Le gaz pose sur le piston, il me donne cette pression, cette force P fois S ici. Et donc c'est tout à fait logique de retrouver ce résultat-là. Pourquoi? Et c'est ça que j'aurais pu exploiter directement. C'est pour ça que tu dois comprendre que bien souvent, quand on fait des calculs compliqués comme ça, notamment à l'examen, ben c'est qu'on n'est pas tout à fait sur la bonne voie. On aurait pu faire beaucoup plus simple ici. J'aurais pu faire un bilan de nouveau. Regarde. J'aurais pu dire, voilà, effectivement, pour retirer le piston ici, je dois combattre la pression PA sur la distance delta L demi. J'aurais donc à fournir le travail 1, c'est la première partie du travail, c'est PA fois S delta L demi, c'est-à-dire PA fois VF demi. D'accord? Et puis tu te dis, mais ce travail, il est allégé par le travail que nous fournit le gaz qui est ici à l'intérieur. Je vais l'appeler W2. Je sais qu'à ce travail-là, je vais pouvoir retirer le travail total, ben c'est W1 moins W2. Le travail qui est lui fourni par le gaz. Et là, j'aurais pu te le dire tout de suite, ça. J'aurais pu te dire, ben voilà, c'est quoi le travail de l'isotherme ici, du gaz qui se détend de façon isotherme? Le travail de l'isotherme, rappelle-toi, tu l'as vu dans la version audiovisuelle, c'est tout simplement l'intégrale de PDV. Rappelle-toi, hein, PDV, c'est bien le travail. Depuis VF demi jusqu'à VF, d'accord? Volume final moitié, volume final, c'est bien correct. Et ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que la pression, ben c'est NKBT sur V, loi des gaz parfaits, avec un T qui est constant. Et donc, je peux le retirer de l'intégrale, le NKBT. Et j'aurai ici dV sur V. De VI à VF, de VF demi à VF. Je sais que dV sur V ici, eh bien, c'est forcément le logarithme. Hein. La primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Ici, c'est sur V que j'intègre. Donc, c'est la primitive de 1 sur V, qui est le logarithme de V. Et j'aurai NKBT, logarithme de VF, sur VF demi. Et là, on va retrouver tout simplement NKBT, ln de 2. Et le NKBT, qu'est-ce que c'est? On ne connaît pas le nombre de particules, mais on a en tête la loi des gaz parfaits, bien sûr. Quand on voit NKBT, on pense tout de suite à la loi des gaz parfaits. On sait que ceci, c'est PA fois VI, c'est-à-dire VF demi. NKBT, c'est PV. Pour l'état initial, ben c'est la pression atmosphérique fois le volume moitié. Voilà. Et donc, je sais que W2 vaut ceci, et qu'il me suffit de venir le retirer à ce qui est là. W1, c'est ceci, moins W2, et tu vois là que j'ai tout de suite le résultat, PAVF demi fois 1 moins ln de 2. Alors ici, je t'ai refait la démonstration du travail de l'isotherme, mais à l'examen, tu peux la prendre tout de suite. Tu peux tout de suite prendre la formule qui est là, pas de problème. Tu peux même déjà remplacer NKBT par le produit pression-volume. Et donc voilà, ce situe-là, c'est une ligne. Et tu vois que ce problème, il peut être résolu en 1, 2, 3, en 4, 5 lignes, quoi. D'accord? Voilà. Dis-toi bien, voilà, que c'est le genre de choses que tu auras à l'examen. Ou bien tu seras confronté à un calcul compliqué comme ceci, où tu considères tout rigoureusement, une force dépendant de x,
tu as exprimé la pression comme étant en fonction de X. Tout ça était propre, tout ça était OK. Pour autant que vous n'oubliez pas le S là, tu as vu que ça m'a mis en difficulté. Hein. Pourquoi est-ce que j'ai rajouté ce S là? Oui, ça c'est P1 fois S. Je suis en train de vérifier. Oui, c'est ça, c'est bien correct. Voilà. Donc, voilà, ben, on peut parfois être conduit à des calculs compliqués alors qu'il y a moyen de faire très simple. Hein. En gros, c'est ça la leçon ici à donner. Alors, je regarde un petit peu l'heure qu'il est parce que j'ai l'impression que j'explose le temps. 15h52, j'ai aucune idée de l'heure à laquelle j'ai commencé et j'ai pas les moyens de vérifier ça sur mon système. Je vérifie un peu. Oui, c'est ça, j'ai pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je m'arrête là et je continue après si j'ai pas fini les 2 heures. Regardons un petit peu, ou bien je vais quand même faire cet exercice-ci. On va terminer avec ça. Voilà, courage. Si j'ai dépassé les 2 heures, ben voilà, hein, je t'encourage de toute façon à prendre des pauses. C'est jamais perdu. Si tu m'écoutes, je peux t'assurer que c'est du temps gagné sur ton blocus, donc tu ne perds pas de temps à voir tout ça. Je suis désolé, j'ai peut-être été long, hein, j'aurais vraiment dû faire attention au temps, j'aurais dû mettre mon téléphone devant moi, mais voilà. Donc voilà, ici, en comprimant adiabatiquement une mole d'hélium gazeux, sa température s'élève de TI 0 degrés Celsius à TF 100 degrés Celsius. Ça, c'est l'adiabatique. Tu peux l'expérimenter tous les jours. Si tu prends une pompe à vélo, que tu gonfles ton pneu, automatiquement, tu sens que ça chauffe. C'est normal, c'est parce que tu fais des compressions plus ou moins adiabatiques. Ok, si tu prends une chambre à piston, tu abaisses le piston comme ceci brusquement, ben, les particules qui sont venues, qui ont rencontré le piston, ici, ont été forcément cette fois-ci accélérées. Une compression que je considère. Si tu prends une raquette de tennis que tu tapes sur la balle avec une grande vitesse, ben, la balle va repartir plus vite qu'elle n'est venue, l'énergie cinétique augmente. Ok, ça veut dire que la température augmente. Et cette fois-ci, je ne considère pas d'échange thermique avec l'extérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de thermalisation. Cette augmentation de l'énergie cinétique, ben, elle va rester. Tout simplement parce que je considère que je suis isolé thermiquement de l'extérieur, ce qui n'est jamais tout à fait le cas, bien sûr. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que ta main chauffe. Elle prend un petit peu de la chaleur que tu as fait, il y a un petit peu de thermalisation. Mais néanmoins, tu sens ce phénomène d'augmentation de la température. Ok. Alors voilà, quel est le travail nécessaire pour cette transformation? Quand je donne les températures, ça c'est franchement pas difficile. Hein, qu'est-ce que je fais pour avoir ça? Je dis tout simplement que l'énergie est conservée, j'applique le premier principe. Je dis que Q est égal à delta U plus W, le travail. Mais Q est égal à 0 pour une adiabatique, c'est la définition de l'adiabatique. Je n'ai pas de chaleur qui s'en va. Et donc je vois que le travail, eh bien, c'est tout simplement moins delta U. Et moins delta U, c'est moins ND demi de NKB delta T. C'est aussi simple que ça. Et donc le travail d'une adiabatique, ce sera toujours très simple pour autant que tu connaisses les températures. Voilà, donc ce qu'on va avoir ici, hélium gazeux, c'est 3 degrés de liberté. D'accord, moins 3,5 de NKB. NKBT, ça va faire NKB, fois TF moins TI. TF est de 100 degrés Celsius, TI est de 0, donc j'aurai 100. Ok, comment est-ce que je vais gérer ça? Parce que le NKB, ici, je ne le connais pas. Comment est-ce que je fais pour l'avoir? Eh bien, je sais que j'ai une mole d'hélium gazeux qui va de la température TI à la température TF. Donc, une mole, c'est Na. NaKB, c'est R. Et donc, je vois que j'ai moins 3,5 de R fois 100 degrés Celsius. Ou Kelvin. Voilà. Je peux calculer ceci. Ça fait 25. 3 fois 8 heures, 25 divisé par 2, 12, 50. Ça fait 12, 1250 joules. Si j'ai pas fait d'erreur. À vérifier. Bon, je crois que c'est bon. Je vois qu'il y a un signe moins. Est-ce que tu comprends à quoi il correspond? Pourquoi moins? Pourquoi est-ce que le travail est négatif? Ben, c'est normal, parce que la convention de signe du travail ici, c'est quand le travail est fourni par le système thermodynamique. Ça veut dire qu'il s'agit d'une compression ici. Une compression,
ça veut dire que tu fournis toi le travail au gaz. Et donc, le gaz, lui, reçoit ce travail, et donc c'est moins. Le travail est positif quand il est fourni vers l'extérieur. Donc, si la question c'est quelle est l'énergie mécanique nécessaire, ça, ce sera avec un plus, bien sûr. Parce que l'énergie mécanique, c'est le travail W que toi, tu apportes. Et donc, d'office, il est positif. Le moins ici, il est là parce que j'ai appliqué ça au gaz. Et le gaz, lui, il reçoit ce travail. Et c'est donc bien moins 1250 joules qu'on obtient. Voilà, donc ça c'était un tout petit passage. Je vais terminer, si tu as encore le courage, ou bien tu fais une interruption, hein, n'hésite pas à revenir, sur un petit passage ici sur la théorie, sur la loi de l'adiabatique. La loi de l'adiabatique, c'est une loi importante qui intervient beaucoup dans les exercices. Tu l'as vu dans la version audiovisuelle. Ici, je vais juste te montrer comment on fait pour synthétiser un travail. C'est une question qui vient souvent dans les questions théoriques de l'examen. Démontrer la loi de la place de l'adiabatique. Alors, la loi de la place de l'adiabatique, elle commence avec l'expression du premier principe sous forme différentielle. Ça, c'est la première chose à retenir. Il y a beaucoup d'étudiants qui commencent la démonstration comme ceci. Et là, ils n'y arriveront jamais. Ils disent tout simplement que dq est égal à 0. Si tu commences avec ceci, tu t'en sortiras pas. Parce que d'abord, c'est pas juste. Hein, c'est l'intégrale de PdV qu'il faut écrire ici, en toute généralité. Et donc voilà, c'est beaucoup trop compliqué, on n'y arrive pas. Ce que tu dois bien considérer, c'est l'écriture ici du premier principe de façon différentielle. Une fois que tu as ça, tu es d'accord pour dire que du, ce serait égal à moins PdV. Ça, c'est pas difficile. Tu mets PdV dans l'autre membre, c'est évident. du, tu es d'accord que c'est nd demi fois nkb dt. Tu as différencié u, tu sais que u ne dépend que de la température, c'est évident. Le t vient ici à la place du dt. Et puis ici, tu as pdv. Mais le p ici, c'est embêtant parce qu'on a la température d'un côté, puis on a la pression, et puis on a le volume. On ne va pas s'en sortir, on a 3 variables. Donc on sait que le P ici, il faut le faire disparaître au profit du volume et de la température. Comme ça, tu n'as que des températures et des volumes dans ton problème. Hein, tu vois, quand tu retiens comme c'est une démonstration par cœur, il vaut mieux te baser sur de la logique et te dire, ben oui, si je mets PdV ici, je ne vais pas m'en sortir parce que j'ai P, j'ai V et j'ai T. Donc ce qu'il faut dire ici, c'est que P, ça vaut NKB T sur V. Et à ce moment-là, tu simplifies fortement ton problème parce que tu vois que tu n'as plus que des températures et des volumes. Les NKB se simplifient. Les NKB se simplifient. La température, je peux venir la mettre là, et je vois que dt sur t, c'est tout simplement moins 2 sur nd dv sur v. Et ça, c'est parfait. Parce que je vois ici apparaître quelque chose de simple. Hein. On sait bien que si je représente une fonction, je vais un petit peu travailler ici sur la notion de différentiel. Je représente la fonction ln de x en fonction de x forcément. C'est une fonction qui a cette allure-là. Si je prends un dx ici, je vais avoir un accroissement de la fonction, c'est-à-dire un d ln de x. Hein, admettons que y ou f de x vaut ln de x. C'est la fonction que je représente. Tu es d'accord que pour un dx ici, tu as un df de x. D'accord? C'est comme ça qu'il faut comprendre ce qui va apparaître ici, en fait. df, c'est forcément d de ln de x, puisque f de x, c'est ln de x. Pour un petit dx, tu as un accroissement du ln de x qui est ici. Tu es d'accord que dln de x sur dx représente la pente dln de x sur dx. Ce dont tu es monté ici en fonction de ce dont tu t'es éloigné en x, c'est forcément la pente que tu as là. Okay, c'est-à-dire que c'est la dérivée. Ça, c'est ln de x prime. OK. Voilà. Alors, oui.
on va continuer avec la dérivée. Hein. On sait aussi que E exposant ln de x, c'est x. Tu es d'accord avec ça? C'est la définition du logarithme. Hein, rappelle-toi de ça. C'est important, hein, ces petits rappels. Ça permet vraiment de recadrer les choses. Si tu ne maîtrises pas ça, va les revoir. De nouveau, hein, sur Wikipédia, tu trouveras ça. ln de x, on sait que c'est le nombre auquel il faut élever la base, E, pour obtenir le nombre. Le logarithme de l'argument x, c'est le nombre auquel il faut élever la base pour obtenir l'argument du logarithme. OK? Donc voilà, si maintenant tu dérives ceci, tu es d'accord qu'à la place de x, tu vas avoir un 1. X dérivé par rapport à x, ça donne 1. Et là, tu as la dérivée de e exposant ln de x. Mais on sait que e exposant u', c'est u' eu. C'est la propriété de l'exponentielle. Et donc, je peux dire que ln de x' fois e exposant ln de x, c'est 1. Et donc, je vois que ln de x', c'est 1 sur x. Puisque e exposant ln de x, par définition, c'est x. Ce que j'avais mis ici. E exposant ln de x, c'était le x qui était là. T'es d'accord? Si je mets ce x qui est ici dans l'autre membre, eh bien, il arrive ici en dessous. ln' de x, c'est 1 sur x. Petite démonstration très simple qui permet de te recadrer les choses. Voilà. Donc, je peux dire que d de ln de x sur dx, c'est 1 sur x. Et donc, je peux dire que d de ln de x, la différentielle du logarithme de x, eh bien, qu'est-ce que je vois? Je vois que c'est dx divisé par x lui-même. Je vois que c'est le dx ici, divisé par le x où je me trouve, ici. Ici, je suis bien en x, et ici, j'arrive en x plus dx. Je peux agrandir ça. Ici, je suis en x. Si je rajoute dx, je suis en x plus dx. Et donc, si je prends le dx que je divise par x qui est là, dx sur x, eh bien, ça me donne l'accroissement du ln de x. Voilà. Tout ça, ce sont en quelque sorte des rappels, hein, parce que tu sais ça depuis longtemps, que la dérivée du logarithme, c'est 1 sur x. Il suffit de mettre le dx ici pour le voir, que dx sur x, c'est ln de x. Voilà. Tout ça pourquoi, quand on voit ici dv sur v, ben je peux le remplacer par moins 2 nd ici, d, la différentielle du ln de v. Et ici, c'est la différentielle du ln de t. T'es bien d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que si je représente une fonction qui est le ln de t en fonction du ln de v, eh bien, j'ai tout simplement une pente moins 2 sur nd. Je vois que l'accroissement de la fonction ici, ln de t, en fonction de l'accroissement du volume, eh bien, le d de ln de t est égal à moins 2 sur nd, c'est pourquoi c'est une pente négative, hein, du d de ln de v. Ici, j'ai d de ln de v, et là, j'ai d de ln de t. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas augmenter le volume, eh bien, la température diminue. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Si tu augmentes le volume de la seringue, les molécules qui tapent sur le piston, elles ont ralenti puisque le piston s'en va. S'éloigne d'elle. Donc elles ralentissent. C'est ça que ça veut dire, cette pente, de moins 2 sur nd. Quand le volume augmente, quand dln de v est positif, dln de t est négatif. Et on voit que c'est linéaire en termes des logarithmes des températures et volumes. C'est ça la loi de Laplace. C'est ça qu'elle signifie. C'est qu'on a une simple proportionnalité entre température et volume, enfin entre logarithme de température et logarithme de volume. Voilà. Une fois que ça c'est compris, tu vois que si tu vas d'une température initiale à une température finale, eh bien, tu peux tout simplement intégrer ceci pour arriver à dire que ln de tf moins ln de ti, l'accroissement total que j'ai ici, pardon, j'ai mis ln, j'ai mis tf, mais ce sont des ln, bien sûr, ça va être donné par ln de vf, ln de vi ici. Voilà, la somme de toutes les petites variations des logarithmes de v ici, depuis vi jusqu'à vf, eh bien, ça va donner une augmentation de température.
de ln de ti jusqu'à ln de tf. Et voilà, donc l'accroissement que je vais avoir ici sera tout simplement donné par la pente que j'ai ici, moins 2 sur nd fois l'accroissement du logarithme de volume. Voilà, je pourrais dire moins 2 sur nd fois l'accroissement du logarithme des volumes. Autrement dit, puisque la pente est toujours la même, c'est moins 2 sur nd, cette pente-là, les d ici, je peux les remplacer par des deltas directement. C'est tout simplement ça. Je peux mettre un delta ici, un delta là, et c'est ce que tu vois ici. Le delta de ln de t entre la température finale et la température initiale, entre volume final et volume initial. Voilà. On sait que ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. Donc j'ai logarithme de tf sur ti est égal à moins 2 sur nd du logarithme de vf sur vi. OK? Et voilà, à partir de là, on a la loi de Laplace. Cette fois-ci, c'est fait. Et de ceci, on voit tout simplement que ln de tf sur ti est égal à ln de vf sur vi exposant moins 2 sur nd. Rappelle-toi, ln de ln de a, ou bien n'importe quoi ici, n'importe quel coefficient, je mets n, c'est égal à ln de a exposant n. Le produit ici, le facteur devant le ln, peut rentrer dans le ln sous forme d'un exposant. Et c'est ce que j'ai fait avec le moins 2 sur nd. Et bien sûr, je peux considérer ceci comme étant vi sur vf exposant 2 sur nd. Je peux très bien mettre le moins, supprimer le moins ici et inverser le dénominateur et le numérateur. J'ai inversé ça et donc le signe moins s'en est allé. Voilà. Et là, j'ai fini. Puisque les logarithmes sont égaux, leurs arguments sont égaux. Je peux forcément dire que tf sur ti est égal à vi sur vf exposant 2 sur nd. Ça veut dire que tf fois vf exposant 2 sur nd est égal à ti vi exposant 2 sur nd. Voilà, j'ai tout simplement mis vf de ce côté-là. Tf vf exposant 2 sur nd est égal à ti que j'ai mis ici fois vi exposant 2 sur nd. C'est la loi de Laplace de la diabatique. Autrement dit, pour tout point de la transformation, on peut dire que t fois v exposant 2 sur nd est égal à une constante, cette constante étant en général toujours donnée par l'état initial. Voilà. C'est la loi de Laplace de la diabatique. Donc voilà, c'était un petit peu long, mais c'est parce que j'ai tenu ici à te familiariser avec cette notion de grandeur infinitésimale, de différentiel de x, de différentiel de la fonction, de rapport entre les deux qui donne les dérivés. On peut jouer avec tout ça. Ce ne sont jamais que des fractions, c'est de l'algèbre simple qu'on fait ici. Une fois qu'on a ça, on a la règle ici. Le logarithme dérivé, c'est 1 sur x. On applique ça aux températures, au volume, et on voit apparaître la loi de Laplace sous forme intéressante ici, entre les logarithmes de température et de volume. Et on voit que c'est une simple loi linéaire, cette loi de Laplace, en termes des logarithmes. Voilà. Sinon, bien sûr, à l'examen, je ne vais pas te demander tout ça, quand je disais que ceci te donnait une idée de la façon de synthétiser la matière. En réalité, ce qu'il faut voir ici, c'est le chemin le plus court, c'est tout ceci. Voilà, ça prend 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes, c'est fait, c'est démontré. Ok. Voilà. Donc de nouveau, oui c'est ça, je vais m'arrêter ici. On a vu à peu près tous les exercices. On en refera encore forcément 2 sur cette thématique-là la fois prochaine. Voilà, juste une petite remarque. Le prochain cours a lieu mardi 25 octobre, donc c'est le lendemain du 24. Voilà, donc ça fait 2 cours assez proches l'un de l'autre. Donc n'hésite pas à t'y prendre bien à temps, de ne pas rester bloqué pour le cours de mardi qui se donnera avec les polytechniciens à l'auditoire La Mer. Voilà. Voilà, merci pour ton attention. Je vais m'arrêter là. J'espère que je n'ai pas explosé le temps. Voilà, merci, à bientôt.